Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques jours avant le second tour de la présidentielle au Niger, à l'approche de cette échéance, les candidats arrivés en tête du premier tour ont lancé leur campagne électorale ce 7 février. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est face à l'ancien chef de l'État, Mahaman Ousmane. Le Maroc fait figure de bon élève en termes de transition énergétique. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable révèle des statistiques encourageantes. Pour l'année 2020, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité a été évaluée à 36,8%. Et enfin, le renforcement du développement local au Bénin, c'est l'ambition portée par l'association béninoise Jeunesse engagée pour les initiatives de développement. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le candidat unique de l'Alliance Victoire est désormais connu au Tchad. Les partis politiques issus de l'opposition ont choisi Théophile Bongoro, 55 ans. Ce notaire de profession, qui est aussi le président et fondateur du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad, a obtenu 9 voix. Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, a quant à lui obtenu 5 voix. Théophile Bongoro sera donc face au président Idriss Déby Itno lors du premier tour de la présidentielle prévue pour le 11 avril 2021. Le chef de l'État tchadien a été investi par son parti, le Mouvement patriotique du salut, ce 6 février. Il brigue un 6e mandat. Au pouvoir depuis 1990, l'actuel président du Tchad est considéré comme le grand favori de ce scrutin. La course au fauteuil présidentiel se poursuit au Niger. Les candidats finalistes du premier tour ont entamé ce 7 février leur campagne électorale en vue du second tour prévu pour le 21 février. Pour cette ultime étape, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, était à Niamey. L'ancien président Mahaman Ousmane se trouvait quant à lui à Tillabéri. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Soutenu par une trentaine de formations politiques, dont le moderne FA Lumana de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hamma Amadou, ou encore le PJP Génération Doubara de l'ancien chef d'État, le général à la retraite Salou Jibo, Mahaman Ousmane a lancé la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle à Tillabéri, une région du sud-ouest du Niger, meurtrie depuis des années par des attaques répétées de terroristes qui tuent, rançonnent et entravent les activités des citoyens. Si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tillabéri, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, tout comme à la population de Difa et de Tawa, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes. Cette course pour le fauteuil présidentiel fait également suite aux jeux d'alliance consécutifs à la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Mahaman Ousmane, qui a recueilli 16,98% de suffrages, bénéficie du soutien de Ibrahim Yakouba du MPN Kishinkasa, arrivé 5e, de Salou Jibo, arrivé 6e, mais également de Omar Hamidou Tchana, Mamadou Abdou Hamidou, Kaneka Daure Habibou, Amadou Boubacar Sissé, Amadou Issoufou Seydou, entre autres. Un autre Niger est possible. Donc, une autre région de Tillabéri est possible. Pour cela, je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien souverain. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Figure au premier rang de nos priorités. Oui. Pour ce second tour de la présidentielle, le candidat du RDR Tchendji, l'ancien chef de l'État Mahaman Ousmane, arrivé deuxième au premier tour, affrontera celui du PNDS Tareya Mohamed Bazoum. Quelques 7,4 millions d'électeurs nigériens sont rappelés aux urnes le 21 février pour élire leur futur président de la République parmi Mahaman Ousmane et Mohamed Bazoum.
C'était l'un des temps forts du 34e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a présenté le 6 février un rapport sur la réforme institutionnelle qu'il mène depuis 2016. Un projet qui prévoit notamment de rendre l'institution panafricaine plus efficace et rationnelle. Quel en est donc le bilan? Quelles en sont les avancées? Élément de réponse avec Philomène Tine. Le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine toujours en cours revêt d'une importance extrême selon les États. Le président rwandais Paul Kagame, qui a présenté le bilan d'étape de cette réforme lors du 34e sommet de l'Union, indique que des avancées ont été notées dans le processus de réforme. Il s'agit notamment du financement durable de l'Union et du Fonds de la paix. Toutefois, la réforme des organes judiciaires, du Parlement et des structures de la Commission doivent être accélérées. Je demande à la nouvelle Commission d'accorder une attention prioritaire à ces points afin qu'ils soient achevés cette année sans faute. En effet, je pense que la mise en œuvre du mandat de réforme institutionnelle pourra être achevée d'ici le prochain sommet. Le mécanisme de financement de l'Union africaine adopté en 2016 demande à tous les États membres d'appliquer le prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles pour financer l'Union. À ce titre, le rapport des résultats de la deuxième réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux recommande de mettre l'accent sur les mécanismes de financement des activités de l'Union africaine. Il a été recommandé aux États membres, à la Commission de l'Union africaine, de mettre l'accent sur les mécanismes de financement des activités de l'Union africaine en préconisant la culture des résultats, de préconiser le recrutement des cadres en fonction du critère de mérite. Une fois à terme, le processus de réforme institutionnelle devrait poser un nouveau jalon dans l'édification de l'Union africaine. Ces changements sont censés rendre l'organisation plus efficace, mais aussi la recentrer sur ses missions prioritaires. Le Maroc, pays pleinement engagé en matière de transition énergétique. Selon les données fournies par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité a été évaluée à 36,8% pour l'année 2020. Des statistiques atteintes grâce à un investissement de 390 millions de dollars. Lorita Simbou. Au Maroc, en 2020, selon l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du pays, le royaume a désormais une puissance installée de 10 557 MW, dont 36,8% d'énergie renouvelable grâce à un investissement de 390 millions de dollars réalisé au cours de l'année passée. La distribution optimale de cette énergie produite a été assurée grâce à l'extension du réseau électrique national. Pour accroître sa production de l'énergie verte, il continue d'investir massivement dans le solaire et l'éolien. Un accroissement qui devrait permettre au royaume d'améliorer sa sécurité énergétique, accroître la stabilité de ses réseaux et élargir l'accès pour la population à l'électricité. Ce qui devrait aussi permettre d'accélérer le développement économique et durable du pays. Pour ce qui est des différents chantiers dans le secteur d'énergie au Maroc, plusieurs travaux de construction ont été achevés. L'ensemble de ces progrès rapproche le royaume de son objectif d'atteindre 52% en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Pour rehausser davantage sa production d'énergie renouvelable, le Maroc doit accélérer la recherche scientifique dans ce secteur, ce qui suppose d'investir massivement et efficacement dans le capital humain à travers l'éducation et la formation en lien avec ce secteur. Il faudra également développer des partenariats internationaux stratégiques pour mobiliser davantage de capitaux et pouvoir financer les différents projets et enfin accompagner l'industrialisation de sa production renouvelable. La longueur des lignes très haute tension et haute tension est passée de 27 421 km en 2019 à 27 405 km en fin 2020, soit 324 km supplémentaires. Les lignes moyenne tension et basse tension couvraient fin 2020 344 541 km contre 332 327 km en 2019. 14 millions de dollars pour améliorer le système agricole. C'est le financement accordé par la Banque africaine de développement en faveur du Soudan du Sud. Cet appui financier bénéficiera notamment à près de 20 000 familles d'agriculteurs qui verront leurs revenus augmenter. Joël Marie-Ballot. Dans sa politique agricole de développement, le Soudan du Sud va bénéficier d'une enveloppe de 14 millions de dollars. Cette subvention de la Banque africaine de développement fait suite à la signature d'un accord avec le gouvernement sud-soudanais qui vise à améliorer la productivité agricole et accentuer le développement du commerce.
Un facteur clé expliquant le faible niveau de valeur ajoutée agricole de l'Afrique et même du Soudan du Sud est l'infrastructure de commercialisation inefficace. Cela empêche les agriculteurs et les transformateurs de réaliser la pleine valeur de leurs produits, même sous la forme brute. Avec l'appui de la FAO et la BAD, ce projet va contribuer non seulement à accroître les revenus de près de 20 000 familles d'agriculteurs, mais aussi à développer des opportunités commerciales d'agrégation pour les producteurs et agriculteurs. Les femmes et jeunes des zones rurales vont pouvoir approfondir leurs connaissances et compétences en matière de transformation agroalimentaire pour bénéficier d'un emploi qui sera généré par le dit projet. Les politiques économiques et de développement en Afrique actuellement mettent un point d'honneur sur l'industrialisation qui implique la transformation effective et sur place des matières premières locales, dont agricoles, pour ne citer que ce cas par exemple. Cette transformation va évidemment nécessiter davantage des matières premières agricoles de qualité, ce qui devrait inciter, relancer et booster la production agricole locale et partant créer des emplois à chaque maillon. Avec le projet de développement des marchés, de création de valeur ajoutée et de commerce entrepris dans le secteur agricole, le gouvernement sud-soudanais souhaite réduire l'insécurité alimentaire, la pauvreté et renforcer la résilience des communautés et des ménages. L'actualité, c'est également la République démocratique du Congo qui se prépare à une nouvelle vaccination contre l'épidémie d'Ebola. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé ce 8 février qu'un lot de vaccins est en cours d'envoi dans la province du Nord Kivu, située à l'est du pays. Une mesure qui fait suite à la résurgence d'un nouveau cas à Biena. Les autorités congolaises ont en effet annoncé ce 7 février le décès d'une cultivatrice survenue le 3 février. Les analystes prélevés avant sa mort ont démontré qu'elle était bien positive au virus. Si pour le moment aucun autre cas positif n'a été détecté, plus de 70 cas contacts ont été identifiés, rapporte le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. À noter que cette résurgence intervient en moins de 3 mois après la fin de la 11e épidémie annoncée officiellement le 18 novembre dernier. Le développement local, une des priorités de la jeunesse béninoise. C'est en tout cas la mission que se donne l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, née en janvier dernier. L'association qui a officiellement démarré ses activités le 6 février entend également réformer la gouvernance locale. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Au Bénin, une frange de la jeunesse s'engage pour le renforcement du développement local. Réunis au sein du creuset intitulé « Jeunesse engagée pour les initiatives de développement GID », des jeunes ont décidé d'impulser un nouvel élan à la gouvernance locale. Objectif, impacter les collectivités locales sans attendre l'État central. La GID se singularise par la veille citoyenne accrue et la promotion des activités socio-économiques, le soutien à la création d'emplois, le développement du civisme local, la protection de l'environnement. Il faut dire que les cellules de veille citoyenne qui constituent la principale unité d'action de l'association seront un dispositif, je dirais, de diagnostic socio-communautaire constant dans tous les quartiers de ville et villages de notre pays. Cette veille citoyenne sera orientée sur la disponibilité des services sociaux de base. Donc GED ambitionne aussi créer et dynamiser un cadre de plaidoyer à l'endroit des collectivités locales pour une prise en charge efficiente des réels problèmes des populations dans les différents plans d'action. Selon des experts, après environ 2 décennies d'expérience de la décentralisation, malgré les efforts des gouvernements successifs, la jeunesse n'a pas pu saisir sa responsabilité dans cette marche vers le développement. Pour corriger le tir, la GID entend agir pour le développement participatif des jeunes. L'association se veut porteur de plusieurs initiatives dans le cadre de l'excellence, de l'hygiène, de l'assainissement, des services financiers et la promotion de la santé. Par rapport à la santé, je ne doute point qu'il puisse le faire puisque le président du mouvement, c'est un spécialiste de santé communautaire. La santé a cessé d'être un problème d'hôpital. La santé a cessé d'être un problème purement médical. Et beaucoup plus, nous savons que nous sommes davantage malades à travers nos comportements. Ou bien ce sont nos comportements qui déterminent nos maladies. Donc si on peut agir sur nos comportements, cela va participer à la prévention de beaucoup de maladies. A noter que l'organisation Jeunesse engagée pour les initiatives de développement GID entend compter sur les cotisations de ses membres, le parrainage et la recherche de financements innovants pour atteindre ses objectifs.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.